Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais essayer de tenir 20 minutes, mais c'est un challenge. Donc là, la naissance du Havre est liée au problème qu'a rencontré le port d'Harfleur. Le port d'Harfleur, c'était une sorte d'avant-port pour Rouen. C'était là qu'un certain nombre de bateaux arrivaient, que des marchandises étaient déchargées et venaient soit par bateau à nouveau, soit par la terre. Or, ce port qui se trouve ici, donc sur cette représentation du XVe siècle. Ah, alors là, j'ai un petit problème parce que j'ai l'impression que ce n'est pas mon PowerPoint. Enfin, je veux dire, je l'ai modifié hier et j'ai oublié d'amener. J'ai dû me tromper de clé. Donc, le port d'Harfleur se trouve ici, avec, on le voit ici, une rivière qui s'appelle la Lézarde, et ici un avant-port qui est le Clos des Galets. Et c'est un endroit dont on pensait, dans la deuxième moitié du XVe siècle, au lendemain de la guerre de Cent Ans, qu'arrivaient des alluvions qui provoquaient l'envasement du port. Alors, en réalité, ça n'était pas véritablement le rôle de cette rivière, la Lézarde, qui provoquait les difficultés d'Harfleur, mais donc en 1474, le roi Louis XI avait décidé de faire une tranchée devant le havre de la ville d'Harfleur pour essayer d'empêcher cet envasement du port. Ça n'avait pas été très efficace et on avait envisagé de créer un autre port éventuellement, et donc le roi avait imposé une portraiture des côtes et rivières de Seine depuis le chef de côte, c'est-à-dire l'embouchure de la Seine, jusqu'à Tancarville et même celle de Honfleur. Alors le portrait, la carte qui avait été plus ou moins dessinée a été oubliée, et le port d'Harfleur a continué à péricliter jusqu'à la fin du XVe siècle, avec une baisse de la population qui est, d'après certains spécialistes de la ville, d'une baisse de moitié, et avec de la vase qui s'accumulerait à 3,50 mètres par an. Et donc, cette situation faisait que les Rouennais n'avaient plus d'avant-port. Et donc, en mai 1515, dans une réunion des États de Normandie, maître Nicole Caradas, qui était avocat du roi, donc à ce moment-là François Ier, maître Nicole Caradas fait cette proposition qui est enregistrée dans les comptes rendus de ces États. Il serait bon de demander qu'on fît un bon havre à Honfleur, à Harfleur ou en un autre lieu. Et effectivement, la proposition qui avait été faite au roi est suivie par la mise en place d'une commission d'études qui se réunit donc à la fin de l'année 1516, et elle aboutit à la décision de faire des travaux pour le printemps suivant. Et donc, dès février 1517, François Ier informe ses officiers à Rouen et à Harfleur qu'il faudra faire, au lieu de Grasse, un havre pour tenir en sûreté les navires et vaisseaux de lui et de ses sujets naviguant sur la mer Océane, qui sera un réceptacle de tous navires, grands et petits, naviguant sur la mer, tant pour le fait de la guerre que le trafic de marchandises. Donc on veut faire un havre, on ne parle pas d'un port, on ne parle pas d'une ville, et il s'agit de permettre à tous les navires, et en particulier aux grands, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, à un moment où la taille des navires augmente, qui servira donc ce havre pour la guerre. Donc il y a une raison militaire. On n'oublie pas que l'invasion de la Normandie s'est faite en 1415 par la prise d'Harfleur, mais en même temps, ça servira aussi au trafic de marchandises, et il dit que ce sera grandement et inestimablement profitable à la défense de son dit royaume et du pays de Normandie, et à tout le trafic qui se fait tant par mer que par terre. Donc on a bien l'intention d'utiliser ce port aussi comme avant-port de Rouen, et les Rouennais sont assez d'accord. Donc le 7 février 1517, une commission est envoyée par François Ier à l'amiral de France Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet. C'est lui qui sera le commissaire général des travaux, mais le personnage est un courtisan et il répond immédiatement: pour plusieurs empêchements que nous avons journalement près et alentour de la personne du roi, nous serait bonnement possible pour le présent vaquer pour faire besogner au dit havre et fortification dit celui. Et il donne donc au vice-amiral Guyon-le-Roi, sieur de Chilloux, toute commission pour faire ce travail. Alors, ce Guyon-le-Roi est un homme qui a 70 ans, qui est à ce moment-là capitaine de Honfleur, donc le port qui est de l'autre côté de la Seine, qui a une carrière assez belle derrière lui et qui sait parfaitement ce que doit être un port quand on veut en faire en particulier un port militaire pour éventuellement mener la guerre de course. Donc voilà, la signature du personnage peu importe. Alors,
faire un havre, certes, mais comment? Donc on a là ici Harfleur, alors il faudrait, si on voulait voir la scène, il faudrait faire basculer légèrement l'image, et on a ici un endroit qui s'appelle Grasse, justement, qui est le Havre, donc qui est à une certaine distance à l'ouest de Harfleur. Donc, Harfleur se trouve ici, et l'endroit qu'on envisage d'utiliser se trouve ici, donc c'est la fosse de l'Eure, dans le lieu dit de Grasse. Et donc, on voit sur cette crique du Havre de Grasse, on voit qu'il y a un peu d'habitation, mais pas tellement. Il y a Ingouville, il y a Graville et il y a l'Eure. Et on voit donc que c'est un endroit qui est marécageux, où on fait de l'élevage de moutons, où il y a des pommiers sauvages qui poussent, où on attrape des oiseaux, mais pas grand-chose. Et donc, c'est cette zone-là qui va être utilisée, qui va être le nouveau port. Alors, pour cela, on va boucher l'ancienne entrée qui était là, mais qui était utilisée, notamment par des pêcheurs qui venaient s'y réfugier, et on va donc s'occuper de cette petite partie qui est là, c'est-à-dire entre la crique qui est derrière, la crique de l'Eure ou de Grasse, et la mer, et on va donc creuser un passage, c'est ça l'idée qu'on se fait, creuser un passage, barrer la passe qui précédait, et également, parce qu'on n'a pas l'intention à ce moment-là de faire une ville, parce qu'il faut relier le nouveau port, le Havre, à Harfleur, on prévoit un canal de 7 km qui ira donc jusqu'à Harfleur et que les bateaux, éventuellement les petits bateaux, après déchargement, pourront utiliser. Alors le lancement des travaux se fait le 9 mars 1517 et non pas le 20 avril comme tous les livres l'ont écrit jusqu'à maintenant, mais bon, il y a un document des archives de la marine qui le montre. Et donc pour faire ces travaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a rien véritablement prévu. On n'a pas prévu de financement, on n'a pas prévu d'organisation, on n'a pas fait de véritable étude de terrain et on décide qu'on utilisera les corvées. On fera travailler les habitants des environs. Donc dès février 1517, effectivement, Guyon-le-Roi a demandé au roi de lui donner commission pour faire venir et besogner tous ces sujets des vicomtés de Montivilliers et de Caudebec et des autres proches et voisines du dit lieu de grâce, un jour par mois par chef de famille, pour le bien de la chose publique. Donc c'est dans l'intérêt de tous. Mais très vite, il redemande un nouveau texte, cette fois-ci non plus pour les faire venir, mais pour les contraindre, parce que, nonobstant opposition, appellation, clameur de haro ou doléance quelconque, c'est-à-dire les gens refusent de venir. On est quand même au début du XVIe siècle, et pourtant on avait été assez généreux, puisqu'on les faisait venir 15 jours par mois. Lorsque Louis XI avait fait creuser le chenal d'Harfleur, il les faisait venir tous les 15 jours. Donc le 28 mars, justement, on envoie une lettre au roi pour lui dire que plusieurs des habitants des élections de Caudebec et Montivilliers ne viennent pas au corvée, et on propose de leur faire de leur imposer une amende de 2 sous par jour pour composer les habitants à fournir quelques sommes au lieu d'hisser le corvée éventuellement, et de façon à engager des gens sous-loyés et payés. Donc après avoir envisagé d'utiliser les corvées, on en vient à dire qu'il faudra engager des gens pour faire les fondements d'Isseux-lui-Havre, c'est-à-dire creuser cette passe, ôter les terres et les porter hors du dit Havre. Et pour ce faire, il faut que ce soit bien encadré, donc on fait venir des pionniers de Bretagne, des spécialistes des ports, des gens qui ont la technique apparemment. On achète des benoît, c'est-à-dire des chariots, des brouettes, des pelles à bout ferré, des pêches, des piquois, c'est-à-dire des pioches, des pelles festières, des pelles pointues, donc on a tout ça dans les comptes. Et donc on engage également des commissaires qui sont payés 5 jours par jour pour faire besogner les gens de village venant à corvée et les autres pionniers. C'est-à-dire qu'on est obligé, après avoir envisagé de faire le creusement sans vraiment organiser la chose, on fait venir des gens, des commissaires. Et donc, à partir du 13 avril, on constate que les commissaires sont de plus en plus nombreux, ce qui veut dire qu'on augmente le nombre des gens qui travaillent. Et donc, on voit que, effectivement, à partir du 5 mai surtout, les gens soudoyés, c'est-à-dire les gens qui sont payés, sont plus nombreux que les corvéables. Et comme on veut les faire venir, les salaires qui étaient de 2 sous, c'est-à-dire inférieurs à ce qui se faisait partout ailleurs en Normandie, passent à 2 sous 6 deniers. Et on voit donc très vite, à partir du 25 mai par exemple, que les sommes dépensées chaque semaine augmentent considérablement. Mais ce travail se fait en difficulté parce qu'il y a un problème qui est le problème de l'eau, c'est-à-dire que l'eau monte du sol et qu'il faut travailler la nuit. Donc vous voyez que j'ai mis en rouge, il y a
cinquantaine, une soixantaine de personnes qui sont obligées la nuit de vider l'eau qui s'est accumulée dans le fond de la Passe. Donc ça représente une dizaine de pourcents. Et il y a également les dimanches et jours fériés, on est obligé de faire venir des gens pour travailler, et donc ça peut aller jusqu'à 32% des effectifs pour ne pas perdre pendant les jours fériés, qui sont nombreux quand même, le travail qui a été fait dans la journée. Donc vous voyez, ça c'est le nombre de... Et on voit qu'à la fin de la campagne, on n'a plus besoin de faire cela. Et on refait la même chose l'année suivante, en 1518, mais on voit à ce moment-là que visiblement les choses ont été maîtrisées, puisqu'il n'y a plus qu'une dizaine de personnes qui sont là la nuit et le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré la chose, on a mis des claies, c'est-à-dire des espèces d'entrelacements de branchages, d'osiers généralement, qu'on a mis sur le sol, et donc ça permet déjà de réduire les remontées d'eau. On a procéder au vidage de l'eau, alors au début avec des écopes, c'était pas terrible, et ensuite avec des pompes récupérées à Harfleur, puis achetées l'année suivante à Rouen. Et on met également sur le sol des toiles de Hollande qui empêchent les remontées d'eau, ce qui permet de travailler beaucoup mieux. Alors, donc, on avance, mais on avance lentement. On pensait que ça devait être fait en une saison. Finalement, à la fin septembre 1517, quand on est obligé d'arrêter le travail, la Passe est inachevée. Donc on envoie un portrait de la façon dont serait fait le diable, qui est présenté au roi, afin qu'il dise s'il faut le diminuer ou l'augmenter ou le faire remettre en une autre forme avant d'aller plus loin. Bon. Et donc Guyon le roi, malgré tout, est récompensé parce qu'il a fait de bonnes choses. Donc on lui donne une rente de 100 écus par an, ce qui est assez considérable, et puis on lui donne 2 seigneuries dans la région de Caen. Alors, il faut relancer une deuxième campagne. La première avait été lancée dans l'improvisation, visiblement. La deuxième, elle n'est pas beaucoup mieux, puisqu'on n'a pas d'argent pour payer éventuellement les gens qu'on va embaucher. Donc on décide de faire payer les villes. Donc Rouen, Louviers, Dieppe, etc. sont taxés, et il faudra qu'on récupère sur ces villes 7000 livres qui seront cueillis sur les communautés de villes et qui seront pris sur les droits d'octroi qui servaient justement à payer les fortifications. Donc avec ça, on devrait réussir. Or, les villes ne payent pas. Elles traînent, il faut attendre des mois pour trouver l'argent, très difficilement. Donc on décide d'aller chercher l'argent ailleurs, sur les finances du Languedoc, sur les finances de Languedoc, de Guyenne, et au total, donc les généraux de finances donnent 20 000 livres, ce qui vous montre une improvisation non seulement dans l'organisation de ce creusement de port, mais également dans le financement. Alors les travaux reprennent en mars 1518. En septembre 1518, donc après une année, enfin 6 mois de travail, on met un bâtard-d'eau, c'est-à-dire une espèce de barrage à l'entrée de la fosse de l'Or, ce qui prouve qu'on n'a pas fini, le passage n'est pas creusé, et on constate que l'envasement est encore... Alors en 1519, après la troisième campagne, on fait passer un bateau, donc on voit que c'est définitivement crevé, mais l'envasement qu'on avait voulu éviter à Harfleur se reproduit, donc on décide de faire une barre, c'est-à-dire une espèce de retenue d'eau qui sera fermée par 2 bâtards d'eau, par 2 écluses, et avec le lancement de l'eau, on nettoiera régulièrement le port. Donc voilà, la grande barre se situe ici par rapport à la ville du Havre. Donc, en 1520, on finit la jetée, on finit la barre. En 1522, les travaux sont apparemment finis, mais ils sont finis pourquoi? Parce que la peste a frappé et que les problèmes financiers ont continué à s'accumuler. Néanmoins, le port est utilisable, puisqu'en 1522, au moins 2 navires sont amarrés au Havre, et qu'à Arnemuiden, donc en Flandre, en Hollande, on voit en 1524 un navire du Havre, nommément du Havre, alors que d'autres viennent encore de Harfleur et ensuite de... Alors on fait des fortifications, le port devient un port de guerre de course, et alors là, syndrome de Saint-Nazaire qu'on ne comprend pas encore tout de suite, mais qu'on va comprendre rapidement, les Rouennais s'installent au Havre pour mettre en place la compagnie qui les amène en relation avec le Brésil, les Antilles, la Terre-Neuve et le Canada. Donc les Rouennais étaient pour la création d'un nouveau port, comme ils avaient été d'ailleurs pour la création de Dieppe au XIIe siècle, et ils se retrouvent avec un concurrent qui va progressivement devenir plus important. Alors en 1525, le 24 février, c'est Pavie, donc le roi est arrêté, les finances sont réorganisées. Il faut attendre 1532 pour voir la reprise des travaux.
Alors, pendant qu'avait lieu ce creusement d'une passe pour faire un port, il y avait un chantier de maçonnerie qui avait lieu également. Donc, il fallait faire 2 tours, 2 jetées, maçonner la passe creusée. Donc, tout se fait le 9 mars, c'est-à-dire le jour du lancement des travaux. Et Guyon-le-Roi fait pression sur des maçons locaux pour obtenir un prix très, très, très bas. Mais bon, peut-être que ça a été quand même suffisamment pour qu'ils fassent des profits. Alors la passe étant inachevée, évidemment, pendant la première année, on construit d'abord la tour, on fait le premier sous-sol, on fait le premier sous-sol, donc on voit que c'est une salle avec des pierres. Alors le problème était celui de faire venir les pierres, d'où les faire venir. Et au départ, on les faisait venir de Vernon, de Saint-Leu-d'Esserand. Donc après, on a trouvé une carrière locale, heureusement. On amène de l'eau également. Les maçons sont obligés de faire une amenée d'eau. On maçonne enfin en 1519-1520 le chenal. En 1523, la tour est achevée, mais alors qu'elle devait se faire en pointe, c'est une terrasse qui est faite. Donc, voilà, la tour, peu avant sa destruction au XIXe siècle, vous voyez, avec des pierres qui débordent, avec une plateforme sur laquelle on va mettre de l'artillerie. Donc, on n'a construit en fait qu'une seule tour. Là encore, on avait prévu de faire 2 tours, l'une en face de l'autre, on n'en a construit qu'une, et c'est seulement en 1532, donc j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale le texte du devis, et donc, vous voyez, c'est seulement en 1532 que les travaux sont lancés, et donc ils sont terminés vers 1535, et voilà, la deuxième tour est beaucoup plus petite, la tour François Ier est là, et la tour Vidame, c'est ça, mais bon, ça permet de mettre des chaînes entre les deux. Alors, à côté de ce port, il n'était pas prévu de faire une ville, puisqu'on avait prévu que ce serait l'avant-port d'Harfleur. Mais Guyon-le-Roi, l'organisateur des travaux, lui avait déjà une idée plus ou moins de ce qu'il pouvait tirer de ce nouveau port. Et dès le 6 mai 1517, il s'est fait donner par les paroissiens, enfin il s'est fait céder par les paroissiens d'Ingouville 24 acres de terre, c'est-à-dire 12 hectares qui étaient autour de la passe qui allait être creusée. Bon. Et donc, ces paroissiens d'Ingouville donnait l'impression de ne rien payer pour utiliser ce terrain qui était autour. Mais en fait, ils avaient uniquement un droit de pâture et il y avait toujours un seigneur, le seigneur de Graville. Mais bon, Guyon-le-Roi fait comme s'il ne le savait pas et c'est seulement en octobre 1520 qu'il fait aveu au roi pour les 24 acres qu'il vient d'acheter. L'argent étant donné d'ailleurs à l'église. Et donc, le seigneur de Graville, dont Ingouville faisait partie. Donc le château de Graville se trouve là, vous voyez, par rapport à la fosse de l'Eure, légèrement au nord, pas très loin. Le seigneur de Graville, en fait, c'est Louis de Vendôme, qui est également vidame de Chartres. C'est pour ça qu'il y a la tour Vidame dont on parlait tout à l'heure. Et donc il fait immédiatement procès devant le Parlement de Rouen, et en 1522, le terrain est mis sous séquestre. C'est-à-dire que Guyon-le-Roi ne peut plus utiliser ce terrain. Alors, il avait l'intention sans doute d'y faire des installations pour les navires, qui déchargeraient, des hangars, peut-être, des choses comme ça. Le procès continue, hein, c'était une première étape. Le 13 mai 1524, Louis de Vendôme récupère les 24 acres et néanmoins, la tour, les murailles, les fossés, les jetées, tout ce qui a été fait autour du bassin reste propriété du roi, mais pour le reste, tout appartient désormais à François Ier, enfin au roi. Donc Bonnivet, l'amiral qui avait délégué sa fonction à Guyon-le-Roi, lui dit qu'il n'est pas du tout content de ce qu'ont fait ces messieurs du Parlement, mais on constate que le roi, au contraire, lui donne raison et le maintient en place. Il reste responsable jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite en 1528. En 1527, le roi Louis de Vendôme, le seigneur de Graville, meurt, c'est son fils qui le remplace. François Ier lui reconnaît toujours la seigneurie, mais bizarrement lui donne un revenu complémentaire qui est pris sur les ventes de bois dans la forêt de Halat. Alors je vous expliquerai éventuellement le tiers et danger plus tard. Mais en 1541, quand ce François qui était très jeune devient majeur, le roi décide de racheter l'ensemble de la seigneurie de Graville. Il annule une dette de 100 livres que devait la famille de Vendôme, et puis il donne définitivement la taxe de tiers et danger à cette famille. Et puis un petit terrain également dans la région de Caen. Donc la ville devient désormais ville royale, il faut attirer des gens. Ça avait commencé en 1517, on avait mis en place un franc salé de 10 ans pour ceux qui s'installeraient,
Donc le franc salé, c'est le fait qu'on ne paye pas le sel. Donc c'est qu'on prévoyait une activité de pêche. On crée d'ailleurs un grenier à sel pour que le sel soit là et qu'on ne paye rien quand on le prendra. Et donc, on peut ainsi faire un havre grand et spacieux près de la ville d'Harfleur où les marchands pourraient être logés et secourus en leur nécessité. Alors, en 1520, François Ier vient, déçu par le faible développement de la ville, il décide de faire 2 jours de marché par an, ça n'a pas un grand effet. Donc, il décide là, extraordinaire, une exemption de taille. Donc tous ceux qui viendront et qui résideront sans fraude ne paieront pas. Alors pourquoi? Parce qu'au moment de la peste, évidemment, il y a des tas de gens qui se sont inscrits au Havre pour ne pas payer, parce que pendant ce temps-là, les taxes augmentaient dans les autres villes, puisque c'était une taxe par répartition. On décide également une exemption de taille pour les bateaux, et donc les gens vont pouvoir venir. Alors effectivement, on fait une enquête. En 1520, Robert Mailleux vient et prétend qu'il est le premier à avoir construit une maison, mais en 1520, quand le roi vient, il n'y a aucun commerçant. En 1524, 112 propriétés, 600 habitants. Mais en 1525, c'est la mâle-marée, c'est-à-dire un raz-de-marée qui détruit tout, les gens qui étaient installés sur des cabanes. Et donc, en 1532, eh bien, il y a 2 hôtelleries, un boucher, un marchand de drap, un serrurier, au moins. Donc la ville, à ce moment-là, a commencé à se développer. En 1524, une municipalité avec des élus. Avant, il n'y en avait pas, puisque tant que Guyon le roi croyait qu'il était propriétaire, il était assez ferme pour garder le pouvoir. À partir du moment où il ne l'a plus, il permet aux habitants de se faire représenter. Ils ont ensuite un procureur général, un receveur des deniers communs, et ils ont des revenus qui vont peser sur les marchandises du commerce. Et donc, lorsque le roi devient propriétaire de la ville, il fait immédiatement venir un Italien, Girolamo Bellamarto, qui va avoir œil, regard et surintendance tant sur le fait des fortifications de la dite ville que sur les bâtiments qui se feront en Icelle. Et effectivement, comme on peut le voir sur cette image, le port de la ville qui est à côté du port devient une ville extrêmement régulière, avec des rues rectilignes, alors qu'avant, j'étais obligé de passer rapidement, mais c'était des constructions anarchiques. On est obligé de construire des maisons sur des surélévations pour qu'il n'y ait plus d'inondations, etc. Donc voilà, si on veut voir en plus gros plan ce que ça donne, on voit la fontaine qui, elle aussi, a posé des problèmes sur lesquels j'étais obligé de passer. Donc en conclusion, on voit que le rythme de la création a été beaucoup plus lent que prévu, qu'il a été amené à s'adapter, notamment Guyon le roi a été à s'adapter aux problèmes rencontrés, les corvées, les inondations, les finances, les problèmes avec le seigneur de Graville. Mais finalement, l'activité portuaire est assez rapide, puisque dès 1522, il y a déjà des bateaux qui, 1524, des gens qui se disent, qui prétendent venir du Havre. Et donc, on voit que la ville elle-même a subi une création assez chaotique, et que dans tout cela, les interventions royales ont été décisives, donc sur un terrain certes seigneurial. Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'Harfleur a été complètement négligé. Finalement, c'est ce port qui va remplacer Harfleur. Aujourd'hui, c'est une petite ville qui vivote à côté du Havre. Et donc, ça n'était pas prévu au départ. C'est la même chose pour Rouen. Au départ, ce n'était pas prévu que le Havre devienne la concurrente, ce qui se maintient encore aujourd'hui entre la lutte entre les universités de Rouen et du Havre, qui est permanente. Je vous remercie. Merci.